Voilà, eh bien bonsoir à tous. Comme je vous l'ai annoncé hier, nous sommes ce soir chez Pierre Lègle qui est là. Coucou Pierre. Et merci de nous accueillir chez toi, dans le quartier Saint-Martin, un joli quartier de Miribel, où nous allons aujourd'hui parler de l'aménagement de la ville. L'aménagement de la ville, l'urbanisme bien sûr, le PLU, tous ces grands thèmes qui sont des thèmes d'actualité et je sais qu'ils sont au cœur de vos priorités. Alors je suis accompagnée de Patrick Guinet, qui est mon actuel adjoint à l'urbanisme et qui le restera, je l'espère, et d'Alain Roux. Alain Roux, vous vous en souvenez sans doute, était l'ancien adjoint à l'urbanisme, donc l'urbanisme n'a pas de secret pour lui non plus, et il sera le futur adjoint aux travaux, le premier adjoint. Donc ce soir, nous allons vous parler de l'aménagement de la ville. Alors je vois que vous êtes en train d'arriver, donc je vois Nathalie, je vois Madeleine, je vois Jean-Louis, je vois... voilà. Très bien. Alors, que vous dire? C'est important de resituer les aménagements de ville dans leur contexte. On a vu toute l'année dernière les mouvements de gilets jaunes, avec ces difficultés liées notamment à la hausse du prix de l'essence, aux déplacements, etc. Il y a des dizaines d'années déjà, les Français se sont installés en périphérie des grandes villes. Les zones commerciales se sont implantées en périphérie des grandes villes. Et in fine, on arrive à des situations où les cœurs de ville, les cœurs de village se sont désertifiés avec des commerces qui ferment progressivement, et puis une vie de centre-ville qui s'est dévitalisée. Et même si c'est pas tout à fait le cas à Miribel, parce qu'on a su quand même préserver du commerce, de l'artisanat, de l'activité, etc., nous avons quand même la problématique de centralisation, de revitalisation de ce cœur de ville que nous avons démarré avec tous les projets et tous les travaux réalisés sur l'îlot Saint-Romain qui ont permis de faire revenir 4 commerces et qui ont permis aussi à d'autres commerces de s'implanter dans la Grande Rue. Mais c'est également le cas aux Échets aussi, où nous avons de nouveaux commerces qui se sont implantés. Donc aujourd'hui, la problématique, c'est une problématique de centralité, c'est-à-dire qu'il faut arriver à avoir de courtes distances entre le logement, les commerces, les services, les transports en commun, les modes doux, de façon à créer de la vie, de la dynamique dans les cœurs de ville. Et c'est à travers les plans locaux d'urbanisme que les élus écrivent les projets qui vont déterminer l'avenir de la ville, l'aménagement de la ville. Donc Patrick, qui a beaucoup travaillé sur notamment la révision du PLU, va nous présenter ces projets. Voilà, donc déjà je vais peut-être me représenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc je suis Patrick Guinet, j'habite à Saint-Martin depuis 20 ans. Je suis retraité de la société Tourelle où j'ai travaillé pendant 40 ans, donc une certaine fidélité. Et je suis donc à mon 4e mandat, bien que j'ai failli ne pas être sur ce 4e mandat. Je vais quand même vous dire pourquoi, puisque bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites jusqu'à aujourd'hui, et bon, il y a quand même des situations qui sont à clarifier. Alors il est vrai que j'ai fait le premier mandat avec M. Berthoumer, donc un travail d'équipe qui se passait très bien. Ensuite, j'ai connu un 2e mandat avec M. Berthou, qui était conseiller départemental, et où là, c'était, je dirais, beaucoup moins accessible. Il était beaucoup moins accessible en tant que maire. Et alors, la panacée, c'était quand M. Berthou était sénateur et maire, où là, il était quand même sur une gestion beaucoup plus solitaire, autoritaire, et où il n'y avait plus de concertation ni d'écoute des autres. J'ai failli arrêter mon engagement municipal à ce moment-là, et quand j'ai su que c'était Madame Grissel, Sylvie, qui allait porter les couleurs de l'équipe, je me suis réengagé, parce que je savais qu'avec Sylvie, on pourrait faire un travail d'équipe dans un esprit très démocratique. Bon, il est vrai que sur ce mandat, on a peut-être perdu quelques personnes, mais il y en a certaines, on les a perdues, parce que la démocratie, pour eux, c'est... Je vous dis quelque chose, faites ce que je vous dis. Si vous ne le faites pas, c'est que c'est pas bien. Et je pense que c'est pas ma vision de la démocratie. Ma vision de la démocratie, c'est que tout le monde a son mot à dire et on fait un choix tous ensemble. D'ailleurs, on peut rappeler que tous nos projets, tous nos budgets ont été votés.
Et tous nos projets ont été votés également. Voilà. Si je me représente aujourd'hui donc pour un 5e mandat, c'est tout simplement pour poursuivre l'avancée de notre ville qui a été initiée sur ce mandat, puisque moi je trouve que notre ville a beaucoup avancé, a beaucoup évolué, et je pense qu'aujourd'hui nous avons mis les premières pierres, nous avons mis les fondations d'une nouvelle ville qui avance, qui évolue, et il faut qu'on continue dans cette lignée-là. Donc voilà pour ma présentation. On peut peut-être rappeler que à peine le mandat démarré, nous avons lancé une très grande concertation, parce qu'on a fait beaucoup de concertations sur ce mandat, une grande concertation dans le cadre de l'étude urbaine qui donnait déjà les grandes orientations du futur projet concernant le plan local d'urbanisme. Nous avons fait des visites de quartier, des visites dans les hameaux, nous avons fait des ateliers participatifs pour commencer à voir les grandes orientations et puis savoir ce que les habitants attendaient de l'aménagement de cette ville, quels projets ils souhaitaient nous voir porter. Ensuite, pour toutes les autres études qui étaient indispensables, comme l'étude dans le cadre du plan local d'urbanisme, il y a eu de nouveau des concertations, de nouveau des visites, de nouveau des ateliers participatifs. De même pour la révision du plan, du projet de préservation du patrimoine, mais également pour les déplacements. On a énormément, je pense que c'est vraiment très important de le dire, énormément concerté, et on a eu une vision globale et une vision à 25 ans. Pas une vision à demain, une vision à 25 ans. Et qui dit vision à 25 ans intègre automatiquement les questions de dérèglement climatique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aménager les villes aujourd'hui comme on les aménageait hier. Si, par exemple, on imagine donner encore plus de place à la voiture, on est à contre-courant complet de l'histoire. Donc aujourd'hui, il était vraiment très important pour nous d'avoir cette vision à long terme. C'est ce qu'on attendait depuis longtemps déjà, de pouvoir travailler avec une perspective d'avenir, un cap, et en l'occurrence d'aller vers une ville apaisée, mais une ville vivante, dynamique, et qui permettent aux gens de se rencontrer et qui progressivement aillent aussi dans le sens de limiter les déplacements par notamment des projets de parking de covoiturage, mais également par le développement des transports en commun, des modes doux. Voilà, il faut qu'on s'inscrive dans l'avenir, qui est un avenir assez proche finalement, parce que on a pu le voir dans cette période de traversée du confinement, que tous ces projets-là étaient renforcés plus que d'habitude. Tout à fait. Donc, comme l'a dit Madame le maire, Sylvie, pardon, comme l'a dit Sylvie, excusez-moi, ça fait 4 ans, donc comme l'a dit Sylvie, nous avons beaucoup concerté. Nous avons concerté donc pendant ces pratiquement 6 années, donc pour le plan local d'urbanisme, pour le plan de préservation du patrimoine, et je rebondirai juste sur une chose, c'est que ce qui est important aujourd'hui dans notre ville, c'est bien sûr de prévoir l'avenir à 25 ans, en tenant compte des dérèglements climatiques, en tenant compte de toute l'évolution qui nous est apportée et qui a été confirmée avec tous les événements que l'on a vus ces derniers temps. Et je pense aussi qu'il faut préserver notre esprit ville-village et notre patrimoine. Et préserver notre esprit ville-village et notre patrimoine, c'est vraiment essentiel et c'est indissociable. On ne peut pas dire aujourd'hui, on va conserver notre esprit de notre ville-village, qui est si agréable à vivre, la preuve, tous les gens qui veulent venir vivre à Miribel et qui cherchent à venir à Miribel, si on ne conserve pas notre patrimoine. Alors donc, concernant ce patrimoine, moi j'ai un bel exemple à sortir qui s'appelle l'îlot Saint-Romain, qui a beaucoup fait parler. L'îlot Saint-Romain, qui est donc en cœur de ville, c'est l'endroit où nous avons décidé de réhabiliter pour pouvoir d'installer des commerces, donc d'ailleurs des commerces qui sont déjà en grande partie installés, puisqu'il n'y a plus qu'un seul lot qui est disponible et qui aurait certainement été occupé s'il n'y avait pas eu les événements que l'on a connus. Donc cet îlot Saint-Romain, nous l'avons travaillé en collaboration avec les Bâtiments de France, avec l'architecte des Bâtiments de France et avec le directeur régional des affaires culturelles de la BRAC, qui tous deux n'étaient pas du tout favorables à une démolition et une reconstruction en reculant. Et quand on prend du recul, justement, c'est le cas de le dire, on se rend compte que c'était vraiment une aberration et une très grosse bêtise, puisque on allait perdre
cet alignement de la Grande Rue, qui est un alignement, je le rappelle, qui date de l'époque napoléonienne, on le retrouve sur les cartes de l'époque, donc c'est très important de conserver cet esprit. Et en plus, pour arriver à pouvoir, disons, reculer une partie de la Grande Rue et élargir la Grande Rue, ce qui aurait pu être un intérêt, il fallait racheter l'ensemble depuis la place Grosbon jusqu'à la place du marché à minima pour pouvoir tout détruire, tout reculer. Tout détruire, tout reculer à cet endroit-là. Expliquez-moi comment on fait pour maintenir le commerce. Parce que pendant des années, c'est des années de travaux. Donc comment on fait pour maintenir le commerce? Où s'installent les commerçants? Ça aurait été la destruction du commerce à Miribel dans un endroit qui est très important, et je pense que Madame le maire va en parler après. Et c'est aussi quelque chose qui est important, c'est que comment dans des locaux neufs aujourd'hui, des petits commerçants pourraient s'installer avec les prix qu'il faut pratiquer, soit pour acheter, soit pour louer. C'est totalement impossible. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'on a travaillé effectivement avec les Bâtiments de France et la DRAC, mais on les a pas suivis. On a travaillé en bonne intelligence, et comme vient de le dire Patrick, on a choisi cette option. Au départ, c'est vrai qu'on était parti sur une idée de démolition-reconstruction, parce que bon, c'était un petit peu ce qui avait été changé sur le mandat précédent, mais on a pris conscience de notre responsabilité, et moi, en tant que maire, j'ai pris conscience de ma responsabilité, c'est-à-dire que en prenant une décision de raser tout un cœur de ville, je prenais aussi la décision de faire disparaître à tout jamais ce qui faisait le charme, l'identité de notre ville. Or, on sait aujourd'hui que pour vitaliser un cœur de ville, il faut à la fois des commerces, des services, des logements, mais il faut aussi qu'il y ait du caractère, il faut qu'il y ait du cachet, il faut qu'il y ait une identité. Alors, c'est là où je vais vous dire, moi, quand j'entends dire Madame le maire veut mettre du béton partout et qu'on veut raser un cœur de ville qui a un cachet pour, même s'il est amélioré, bien évidemment, on peut repeindre, comme on l'a fait, c'est une vitrine, l'îlot Saint-Romain. Mais quand on entend dire aujourd'hui, on veut tout raser pour remettre du béton, alors je pose la question, qui veut mettre du béton dans la ville? C'est pas nous, c'est pas nous. Nous, on a travaillé en bonne intelligence avec les Bâtiments de France parce qu'on souhaite préserver l'âme de notre ville-village. Et je le redis parce que c'est important, il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations qui ont été dites, et c'est important aujourd'hui de rétablir la vérité, parce que ce qui vous attend si vous n'y prenez pas garde, c'est exactement le contraire de ce que vous souhaitez, c'est-à-dire une ville où tout est permis, parce que le PLU d'aujourd'hui autorise des choses que la révision du PLU que nous avons proposé n'autorise pas. Alors peut-être Patrick, tu peux compléter là-dessus, oui, et puis on donnera des exemples concrets. Voilà, donc concernant le nouveau PLU, je tenais quand même à préciser, pour l'avoir bien travaillé, donc je le connais bien, qu'il a été soumis à de nombreuses manipulations et à des mensonges. Manipulation. Alors manipulation, d'ailleurs, nous avons préparé quelques exemples pour bien vous montrer, c'est sur les hauteurs. Les hauteurs, et bien sûr qui vont avec d'autres éléments, puisqu'il n'y a pas que la hauteur qui compte, mais l'exemple des hauteurs est très très parlant, puisque tout le monde vous a rabâché qu'il y avait des hauteurs qui étaient identiques, voire qui augmentaient. Par contre, personne ne vous a dit, à part moi quand je pouvais vous le dire, que les points de référence n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire que quand on dit on reste à 12 mètres, par exemple, dans l'ancien plan local d'urbanisme, les 12 mètres étaient pris à l'égout de toiture, c'est-à-dire en bas du toit. Nous, quand on parle de 12 mètres, c'est au faîtage, c'est-à-dire le point le plus haut du toit. Donc ça vous fait au minimum un étage d'écart déjà par rapport à l'existant aujourd'hui. Donc on va peut-être vous donner des exemples concrets voilà, que tu vas qu'on va commenter, puisqu'il y a aussi un autre élément qui est important, c'est le coefficient d'emprise au sol, qui dans la plupart des cas évolue aussi dans le sens de limiter la construction. Et puis donc je parlerai du coefficient de biotope après. Alors comme on est dans le quartier Saint-Martin, on va en profiter, on va faire un exemple. Montée Saint-Martin, Pécou. Alors voyez un petit exemple, donc la maison qui est en rouge ici, c'est le PLU actuel, c'est-à-dire celui qui est de 2007. Et la maison qui est en verte ici, c'est ce que deviendrait la constructibilité avec la révision du PLU que nous avions proposé et que notre opposition a refusé. Donc ceci est un bon exemple, puisque dans cet exemple, on se rend compte que nous ne changeons pas la hauteur de la construction, mais on voit bien que le point de référence change. C'est-à-dire qu'on reste à 12 mètres, mais on a un point de référence qui change, ce qui fait qu'on est au minimum à un étage de moins. Et en plus, on a un coefficient d'emprise au sol, c'est-à-dire le droit à construire au sol par rapport à la surface totale du terrain, qui passe de 40 à 30%. C'est-à-dire qu'on diminue de 25% la possibilité de construire par rapport
au ténement sur lesquels on veut construire. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Quelque chose qui est très important, alors je vais le dire tout de suite pour être sûr de ne pas l'oublier, c'est que on a aussi introduit dans notre nouveau PLU ce qu'on appelle un coefficient de biotope. Coefficient de biotope, ça veut dire que quel que soit le coefficient d'emprise au sol que vous avez, vous êtes impérativement obligé de garder, de conserver ou de créer des surfaces qui soient des surfaces pleine terre. Pleine terre avec des arbres, avec de la pelouse, mais qui soit de la pleine terre, qui soit pas des choses rapportées, qui soit pas des surfaces artificielles comme on peut trouver dans certaines maisons, notamment quand les terrains ne sont pas très grands. Alors un autre exemple qui Je vais prendre un exemple, le marillé. Alors sachant qu'au marillé, on a une préoccupation aussi très importante, comme aux échets d'ailleurs, c'est la préservation des terres agricoles. Et dans le nouveau PLU, il y avait la prise en compte de la préservation de certaines terres agricoles que nous n'avions pas mis à la construction, la constructibilité. Or, avec le PLU actuel, il est possible de construire au marillé sur ces terres agricoles, notamment sur le triangle à la sortie est du marillé. Alors, on vous donne un exemple. Donc, Patrick, peut-être tu peux... Je vais aussi le commentaire. Je lis à l'envers. Donc, c'est Marmiola. Voilà. Donc, on est sur Marmiola. Donc là, on se retrouve avec une hauteur qui donne l'apparence d'augmenter, puisqu'on était à 7 mètres à l'égout de toiture et on passe à 9 mètres au fêtage. Alors, donc 9 mètres. Peut-être préciser, le rouge, c'est toujours le PLU actuel, c'est-à-dire celui de 2007. Voilà. Et le vert, c'est toujours la proposition de révision du PLU. Et donc là, on voit que malgré une augmentation de hauteur, on n'augmente pas d'un étage, parce que vous ne faites pas un étage sur 2 mètres, déjà, première chose. Et la seconde chose, c'est que cela s'accompagne d'une modification du coefficient d'emprise au sol de 40 à 25%. C'est-à-dire qu'on diminue pratiquement de moitié la possibilité de construire sur le terrain. Donc, ça veut quand même dire que on est vraiment optimum sur le fait de conserver du résidentiel dans le résidentiel. Les exemples qu'on vous montre, Marmiola ou Saint-Martin, étaient des exemples qui sont en zone résidentielle. Ce qui est très important, puisque on a entendu dire que il y avait, et là c'est un gros mensonge, que l'on allait faire avec le nouveau PLU une grosse part au collectif, ce qui est complètement faux. Et j'y reviendrai après parce que c'est aujourd'hui, et j'ai des exemples, c'est aujourd'hui que l'on peut... Le collectif, c'est important aussi d'avoir du collectif, mais il faut le maîtriser. Et les hauteurs sont très importantes, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit à taille humaine. Voilà. Alors on va prendre un autre exemple qui est justement une zone résidentielle, c'est la Chanal Boquette. Voilà. Pourquoi toujours le PLU de 2007 et actuellement, nous proposons le nouveau PLU. Voilà, donc là, nous sommes pareil sur une hauteur qui reste identique. Donc ça veut dire que l'on diminue minimum d'un étage la possibilité de construire en hauteur, puisqu'on reste à 9 mètres. Et par contre, on passe sur un coefficient d'emprise au sol de 40 à 25%. Et bon, comme je vous dis, je ne vous parle pas de tout ce qui est autres éléments qui permettent de limiter la construction, comme les coefficients de biotope et autres. Parce que comme le disait Sylvie, ce qui est important, c'est de faire du collectif, mais de le faire de façon intelligente. Il y a des exemples de projets qui étaient des projets très importants, sur lesquels on est intervenu pour faire des choses qui étaient plutôt style villa italienne, etc., c'est-à-dire des petits collectifs qui s'intègrent un peu plus et un peu mieux dans le paysage avec des hauteurs maîtrisées, plutôt que de laisser faire des collectifs comme on connaissait jusqu'à maintenant, qui étaient des bars et des choses comme ça. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'avec ce PLU de 2007 qu'on a dû subir sur toute l'intégralité du mandat, tout ce qui s'est construit, on l'a négocié, c'est-à-dire que ça aurait pu être 2 fois plus important. Je vous donne un exemple aux échelles. Sur le terrain Marguin, au départ, on nous proposait 160 logements. Imaginez-vous, 160 logements possibles avec le PLU actuel. Et nous avons négocié pour le diminuer de moitié. Voilà. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, pourquoi on veut réviser ce PLU? C'est pour ne plus avoir à négocier. C'est-à-dire que dans la réglementation du plan d'aménagement urbain, nous ayons déjà d'entrée une réglementation qui minimise la construction. On va prendre le quartier Henri Deschamps, par exemple. Et juste pour reprendre, pour terminer sur les échelles, si on prend l'exemple de Marguin, où c'est vrai que nous avons beaucoup négocié avec Bouygues, toute l'énergie et toutes les concessions qu'on a demandées à Bouygues, si on avait eu un PLU qui les amenait d'entrée à construire ce qu'ils ont construit, on aurait pu utiliser cette énergie et ces éléments de négociation pour obtenir d'autres choses beaucoup plus importantes pour la commune, beaucoup plus intéressantes pour la commune. Alors, ceci dit, puisque finalement on va parler des échelles, puisqu'on est aux échelles. Restons aux échelles avec le hameau des échelles. Donc, toujours le PLU actuel et la proposition de révision du PLU. Voilà. Et donc là, c'est pareil, on reste sur les mêmes hauteurs, mais pas le même point de référence. Et je crois que les petits plans sont vraiment très parlants. Et par contre, on passe de 40 à 25%. Là aussi, on diminue pratiquement de moitié la possibilité de construire au sol.
Voilà. Et en plus, il y a quand même certains endroits comme ici où les coefficients de biotope sont assez importants puisque on va jusqu'à 35% de coefficients de biotope au maximum sur certains tellement, ce qui est énorme. Comme on n'est pas très loin d'Henri Deschamps, donc toujours pareil, le PLU d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on peut faire aujourd'hui si on ne révise pas le PLU, et ce qu'on peut faire si on révise ce PLU. Voilà, donc là on voit qu'on est toujours à 12 mètres, et pareil, on passe avec un coefficient d'emprise au sol de 40 à 30%, c'est-à-dire qu'on diminue de 25% la possibilité de construire. Et on va terminer avec un autre exemple, qu'on a essayé de faire un peu les quartiers, disons les plus qui posent question aujourd'hui. Donc on est sur le quartier du centre socioculturel. Voilà, donc là, pardon. Voilà, toujours pareil, ici le PLU de 2007 et là la proposition de révision du PLU. Donc là, on est donc plutôt dans le centre-ville, donc on reste sur un coefficient d'emprise au sol de 50% dans les deux cas. Hein, on est quand même plus dans une centralité. Par contre, on limite les hauteurs à 12 mètres avec un point de référence différent. C'est-à-dire que dans tous les cas, avec le PLU actuel, là où on pourrait faire 3 étages, demain, avec le PLU que l'on proposait, on n'aurait pu en faire que 2. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que pour des raisons purement politiques, électorales, ce PLU a été retoqué alors qu'il apportait des améliorations notoires. Et en retoquant ce PLU en plus, on empêche des projets très importants qui mettent un certain temps à se réaliser. Et donc, notamment, Patrick, tu peux nous parler de Roman Ferrari, et Joséphine Guillon. Saint-Joseph et de Joséphine Guillon. Je voudrais juste avant préciser quand même une petite chose qui est importante, c'est que quand on vous dit que le PLU actuel est beaucoup plus permissif, hein, et que notre PLU aurait permis de nous protéger, aujourd'hui, preuve en est, c'est que je vois arriver des projets, des avant-projets, de gens qui se sont dit chouette, le PLU n'est pas passé, on va se dépêcher, de projets qui ne pourraient pas avoir lieu avec nos PLU qui sont trop importants par rapport à Miribel, oui, qui sont dans des zones résidentielles, hein, contrairement à tout ce qu'on veut vous vendre, et qui en plus vont à l'encontre de la mixité sociale. Absolument. Hein. Donc je pense que c'est quand même important de le dire, puisque le fait de ne pas avoir voté ce PLU, de devoir refaire un PLU, quelle qu'en soit la façon de le faire, va prendre des mois, et pendant ces mois-là, vous avez des promoteurs qui vont arriver, et bonne chance pour pouvoir arriver à les contrer. Pendant 6 ans, on l'a fait. Là, ils savent qu'il y a un PLU qui arrivera dans tous les cas, donc ça va être beaucoup plus compliqué. Je rebondis là-dessus parce que la question de la mixité sociale, elle est capitale. C'est terminé les années 70 où on construisait tous les logements sociaux au même endroit. On a vu que c'était ingérable en termes d'intégration, en termes de vie au quotidien, ça n'apportait pas de bons résultats. Et aujourd'hui, on ne sait pas gérer ces zones-là. Donc, on construit différemment aujourd'hui. On construit en créant de petites unités de logements sociaux. Donc, en général, c'est un coefficient en fonction des secteurs. Et on évite, par exemple, de construire de nouveau des logements sociaux à des endroits où on a déjà beaucoup de logements sociaux. Parce que l'idée, c'est qu'il y ait de la mixité de population pour que tout le monde vive ensemble, en bonne intelligence. Ouais. Donc, ce que dit Patrick là, c'est que le PLU aujourd'hui pourrait permettre de densifier des zones où il y a déjà beaucoup de logements sociaux. Et il faut savoir qu'après, ça a un impact sur nos écoles. C'est-à-dire que la mixité dans les écoles, on la retrouve plus. Parce que la mixité dans les écoles, qui est un élément très important dont nous avons tenu compte dans notre projet de révision du PLU, elle passe aussi par une mixité dans la ville. Voilà. Alors après, donc, comme le disait Sylvie, il y a un certain nombre de gros projets qui doivent évoluer, hein, que ce soit pour Joséphine Guillon, Roman Ferrari ou pour Saint-Joseph, où il y avait un certain nombre de choses que l'on avait commencé à discuter donc avec les différents interlocuteurs de ces institutions. Quel que soit l'outil qui sera utilisé, vu que le PLU n'a pas été voté, quel que soit l'outil qui sera utilisé, que ce soit une déclaration de projet, une modification simplifiée, une révision simplifiée du PLU, c'est illusoire de faire croire que ce sera rapide et que ça ne fera que 6 mois. Le temps de consulter, puisqu'on est sur des marchés, donc il va falloir consulter pour trouver un cabinet pour pouvoir monter ses dossiers. Il y a un temps d'instruction qui est important avec la nécessité de demander des avis à différentes institutions. Il va y avoir une mise en place soit d'une présentation au public, soit d'une enquête publique en fonction des travaux qui sont à faire. Et franchement, annoncer que cela se fait en 6 mois, par expérience, je peux vous garantir que c'est du mensonge, c'est impossible. D'autant que notre opposition parle de revoir parcelle par parcelle. Combien y a-t-il de parcelles sur la commune, Patrick ? Alors je vais revenir là-dessus, puisque là, je voulais parler d'institutions, mais maintenant je vais vous parler quand même de la révision du PLU, et ça va conforter ce que je disais tout à l'heure, où
ben finalement, les promoteurs vont être très contents parce que, franchement, nous avons sur Méribel 9648 parcelles. Hein. Donc, réviser à la parcelle, comme l'a annoncé M. Guettet, c'est très bien. Ça va prendre énormément de temps. Et moi, ça me pose un problème. Hein, personnellement, je pense qu'à vous aussi, oui, ça va vous en poser un. C'est que quand on parle de clientélisme, c'est un bel exemple. Hein, et c'est de l'individualisation, excusez-moi, du PLU. C'est-à-dire que c'est un PLU à la tête du client, de faire un PLU à la parcelle. Hein. Alors, quand on nous parle de projet d'ensemble, de vue d'ensemble, de cohérence, eh ben, écoutez, avec un PLU à la parcelle, il faudra m'expliquer comment on peut le faire. On peut peut-être dire que pour ce PLU, donc il y a une enquête publique, puisque l'objectif c'est d'avoir toujours l'intérêt général en tête, puisque ce qu'on veut faire, c'est faciliter des projets qui sont bénéfiques pour l'ensemble de la commune. Et l'intérêt général est capital. Donc derrière, on a eu une enquêtrice qui a écouté, qui a auditionné, et ensuite nous avons rencontré cette enquêtrice. Et nous avons échangé avec elle sur toutes les demandes qui avaient été faites et tout ce qui concernait l'intérêt général, pas été négocié. Hein. Par contre, il y avait des petits points effectivement d'amélioration parce que c'est un travail qui s'enrichit de la concertation et nous en avons tenu compte. Donc je tiens à le dire, on n'a pas été fermé comme ça, il y a eu vraiment des échanges, des allers-retours et nous avons donc tenu compte aussi d'un certain nombre de remarques de la commissaire enquêteur, ou enquêtrice, je ne sais plus, ce qui fait qu'in fine on présentait une révision du PLU qui avait été vraiment bien travaillée, voilà, qui avait du sens. Voilà, contrairement à ce qui a pu être dit par certaines personnes d'un travail bâclé, je pense que 4 ans de travail. C'était vraiment que le manque de respect là-dessus, ça me dérange pas, puisque dans la politique, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de cadeaux. Par contre, se permettre de dire ça devant le cabinet qui pendant 4 ans, hein, et devant les services, les agents qui ont travaillé pendant 4 ans, hein, sans s'arrêter sur ce projet, puisque ça a été quelque chose de très important. Ce que l'opposition aussi oublie de vous dire, c'est que quand même ils étaient associés. Après, s'il y a des réunions où ils n'ont pas voulu venir parce qu'ils voulaient justement pouvoir critiquer derrière, là on ne peut pas les forcer. Mais bon, je veux pas rentrer là-dedans, sinon on pourrait y passer la soirée. Je veux quand même rajouter autre chose sur le plan local d'urbanisme qui est important, puisque ça a été aussi remis en cause dans certains discours. C'est la zone de protection commerciale. Alors déjà, je voudrais rappeler qu'elle existe déjà. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une zone de protection commerciale qui existe, hein, sur une partie de la Grande Rue, et la seule chose que l'on voulait faire, puisque les textes nous le permettaient, c'était d'augmenter cette protection commerciale. Pourquoi l'augmenter? Parce que je pense qu'il est important aujourd'hui de protéger nos commerces et de faire en sorte que nos commerces restent des commerces pour garder l'attrait d'un centre-ville. Si on laisse les commerces muter dans d'autres choses, les autres commerces petit à petit n'auront plus d'intérêt puisqu'on aura perdu la zone de chalandise, on aura perdu l'intérêt de la chalandise dans notre zone. Donc je pense qu'il faut éviter les mutations inadaptées, hein, et qu'il est important aujourd'hui de dire que, parce que là aussi des mensonges ont été dits, quand il a été dit que quelqu'un qui avait un service, s'il voulait vendre, il était obligé de faire un commerce. La personne qui a dit ça, qui pourtant a participé à l'élaboration du PLU, c'est pas rappelé qu'elle l'avait lu, puisque si aujourd'hui vous avez un service qui est interdit, c'est de le transformer en habitat, ça peut rester un service si c'est un service. Par contre, si c'est un commerce, on ne peut pas le muter ni en service ni en habitat, ça doit rester un commerce. À un moment, il faut... Jacques Berthoud s'était battu en son temps pour que la pâtisserie Séguier reste un commerce. Tout à fait, hein, puisque ça avait failli devenir une banque, hein, pour être très précis. Bon, je pense que aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous, pour notre commerce, pour la vie de notre ville, et il n'est pas pensable de laisser faire n'importe quoi. Alors, être contre ça, franchement, je ne comprends pas si on veut, justement, redonner de l'intérêt à notre centre-ville. Voilà. Et je rappelle que notamment dans un PLU, il y a des grandes orientations, et en début de mandat, par exemple, Monsieur Guettet était fort favorable à la construction d'une grande plateforme logistique aux Échelles, au lieu d'Iléretz, 46 hectares, qu'il y aurait amené à cet endroit-là un nombre de poids lourds, je ne vous laisse même pas imaginer le nombre de poids lourds. Notre position à nous, c'est de construire sur la friche. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que la plupart des gens, d'ailleurs même l'État, n'autorise plus ce genre de projet, puisque, comme vous le savez, on a à peu près l'équivalent d'un département agricole qui disparaît tous les 10 ans. Et en plus, pour de la logistique, sachant qu'aujourd'hui, on va être obligé de réfléchir à une autre façon de vivre,
plus les emplois qui sont souvent des emplois très précaires. Donc voilà, on n'a vraiment pas la même vision. Alors, je crois qu'il y a une question sur Virtuo, une question des échelles sur Virtuo concernant une déclaration qui aurait été faite disant qu'il y aurait 1200 poids lourds. D'accord, oui, écoutez, je pense que la personne qui pose cette question veut faire allusion aux déclarations de M. Guettet qui annonce 1200 poids lourds par jour par rapport à la zone Intermarché. Alors, je veux juste rappeler que aujourd'hui, ce site qui va être réhabilité fait l'objet d'un permis d'exploiter, délivré par la préfecture, que ce permis d'exploiter donc a été basé sur la base de 300 passages poids lourds par jour. Pour rappel, du temps d'Intermarché, c'était 350 par jour. Que la surface du bâtiment augmente, c'est vrai. Par contre, le nombre de quais diminue par rapport à ce que l'on avait sur Intermarché. Et d'ailleurs, le jour du conseil municipal, nous avions présenté ces éléments. Monsieur Guettet avait fait un calcul qui sortait de je ne sais où, qui amenait à un chiffre faramineux de poids lourds. Et je lui avais simplement fait une règle de 3 en disant ce qui viendra ne sera pas pire qu'Intermarché. Et si on fait une règle de 3 par rapport au nombre de quais, on sera même à moins de 300 passages poids lourds par jour. Mais bon, entre faire une règle de 3 qui est quelque chose que l'on peut comprendre et aller chercher des statistiques ou des chiffres qui sortent de je ne sais où, je crois qu'on pourra en parler pour d'autres choses d'ailleurs tout à l'heure. Le dimanche, donc une réglementation préfectorale extrêmement stricte, un projet qualitatif. Il faut savoir que Intermarché aurait pu tout à fait louer ses locaux, qui sont dans un état pitoyable, à une entreprise qui aurait fait un service de très basse qualité et sur lequel nous n'aurions eu absolument pas notre mot à dire. Voilà, tout à fait. Donc le choix aussi, c'était de dire gardons la main sur les projets qui ont lieu sur notre ville pour les maîtriser, pour les canaliser et pour demander du qualitatif. Et là, on a un projet à 32 millions d'euros, donc vous pensez bien que c'est un projet de grande qualité. Voilà. Et qui se fait sur de la friche, c'est-à-dire qu'on ne vient pas empiéter davantage. Donc on ne sera pas du tout à 1200 camions jour, c'est pur fantasme. On sera à 300 maximum, c'est la préfecture qui l'impose. Et je rappellerai simplement que nous avions mis dans les conditions de l'acceptation de la commune lors du conseil municipal une condition qui était que nous irions vérifier ces chiffres et que nous ferions des comptages pour s'assurer que tout est vérifié. Absolument. Il y avait 2 autres points qui concernent la base Intermarché sur lesquels je voulais aussi revenir, c'est le bruit. Parce qu'on fait courir le bruit, qu'il va y avoir des groupes froids, que ça va faire un bruit faramineux. Il faut savoir que Intermarché, à l'époque d'Intermarché, c'était l'ensemble qui était en groupe froid, puisque l'ensemble était en froid positif ou négatif. Dans le cas du permis d'exploiter, nous avons une seule cellule sur l'ensemble des cellules qui est en froid positif. C'est-à-dire froid positif, c'est-à-dire qu'on ne congèle pas, c'est simplement du rafraîchissement pour maintenir des fleurs, des choses comme ça. C'est à titre d'exemple. Et cela, ça ne concerne qu'une cellule. Autre chose, on a parlé de produits dangereux. Il faut savoir que nous sommes sur un site qui a une surface qui oblige à avoir un permis d'exploiter et qui oblige à déclarer les produits, et notamment les produits stockés. Or, ce qui est classé aujourd'hui en termes de produits dangereux, pour vous donner un exemple, ce sont des produits domestiques. Ça peut être des parfums, ça peut être des produits pour la piscine. C'est des choses que vous avez chez vous. Simplement, la constitution du site et le fait qu'il y a un stockage un peu plus important que ce que vous pouvez avoir chez vous oblige à une déclaration à la préfecture et à une autorisation préfectorale. Voilà, il faut ramener les choses. On n'est pas dans du stockage d'uranium aux échelles. On est vraiment dans des choses qui sont des produits ménagers comme vous avez l'habitude d'avoir. Alors, du coup, Alain, je voulais passer la main à proximité de la rue de la Dombe. Voilà, donc nous allons procéder bien sûr à la réfection de la rue de la Dombe et nous en profiterons également en même temps pour faire des aménagements de sécurité, faire le lotissement du domaine de la Dombe. De Miribel. De Miribel. Pardon, du domaine, oui. Pardon. Donc le lotissement qui est à côté, puis la sortie de l'école bien évidemment. Donc ça sera l'occasion, puisqu'on refait la route. D'aménager, de sécuriser. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que quand on essaye de faire voter les gens en leur faisant peur, ça s'appelle de la manipulation. Donc aujourd'hui, notre rôle à nous aussi, c'est de vous expliquer les choses, d'être factuel et de vous donner des exemples pour que vous puissiez voter en toute conscience. C'est vraiment important parce que c'est facile de faire peur aux gens. On peut raconter n'importe quoi, il en restera toujours quelque chose. Donc là, vraiment aujourd'hui, pour nous, c'est l'occasion de vous expliquer
notre démarche, notre travail, la philosophie avec laquelle nous avons travaillé, qui d'ailleurs est une philosophie de développement durable. Je tiens vraiment à préciser. Je voulais juste rajouter une petite chose sur Intermarché qui va dans le sens de ce que Alain a dit. C'est que dans le permis que l'on a accordé, on a imposé une configuration de l'entrée et de la sortie du site qui fait qu'un poids lourd ne pourra pas partir dans le sens que l'on ne veut pas. Il sera obligé de partir par la rue de la Dombe et de partir par la zone industrielle. Il ne pourra pas tourner et partir dans l'autre sens. C'est important de le dire parce qu'on l'a prévu et cette proposition a tellement plu qu'il y a même des gens qui nous ont demandé sur certaines autres entreprises qui ne sont pas en zone industrielle de voir si on ne pouvait pas appliquer les mêmes principes. Voilà. Je tenais aussi à le dire, c'est que tout est vraiment étudié. Voilà. Regardez si on a des questions. Hein. Alors, pas bien. Donc on a une question. Bonjour, c'est Guillaume. Bonsoir Guillaume. Je voudrais savoir où en est le contournement du Marillier. Alors c'est vrai que le contournement du Marillier, c'est un peu l'Arlésienne. Un peu, oui. Ça fait de très très nombreuses années que nous nous battons pour ce contournement du Marillier. Il faut savoir que le problème principal du Marillier, ce sont les trottoirs, qui sont aujourd'hui, je ne sais même pas si on peut appeler ça des trottoirs, ils sont vraiment exigus, et on a de plus en plus de jeunes familles qui viennent s'installer au Marillier. D'ailleurs, il va y avoir une extension du groupe scolaire du Marillier, et donc il est important d'envisager cet aménagement. Donc dans l'étude urbaine, nous avons un beau projet d'aménagement du cœur du Marillier, mais il nécessite ce contournement. Alors en début de mandat, j'ai écrit au conseil départemental, au président du conseil départemental, et j'ai joint d'ailleurs à cette demande une étude qui avait été réalisée sous le mandat du conseil départemental précédent, de façon à relancer la machine. Il faut savoir que j'ai pas eu de réponse écrite, donc il y a eu un rendez-vous un jour au Marillier avec le conseil départemental et puis mes adjoints. J'ai appris lors des vœux 2020 qu'il y allait avoir une étude sur ce contournement du Marillier, sachant que nous avions déjà joint une étude à la demande. Donc aujourd'hui, moi je n'ai absolument rien de concret. J'ai des paroles, mais j'ai rien de concret. Or, c'est absolument indispensable qu'il y ait un positionnement une bonne fois pour toutes, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aménager, sécuriser le Marillier sans trouver de solution alternative de contournement. Voilà. Donc, on en est là. Donc, c'est-à-dire qu'on en est pour l'instant à des belles paroles. Tout à fait. Il faut savoir déjà que ce contournement apparaissait sur le PLU de 2007. Voilà, c'est ça. Il était déjà présent. Alors, nous avons d'autres questions, je crois, avoir vues. Par rapport au quartier Henri Deschamps, allez-vous terminer les travaux de l'avenue? Oui, alors bien entendu, nous allons donc faire la réfection de la route et nous allons aménager des modes doux. Voilà, parce que... Ça devient nécessaire maintenant, voilà. Il faut que les cyclistes puissent se déplacer tranquillement et en sécurité. Voilà. Je tiendrais à rajouter par rapport à ça, c'est que justement dans le cadre de l'étude urbaine, nous nous étions rapprochés des habitants notamment de ce quartier, et des habitants des enfants qui utilisent pour leurs enfants justement, qui ont besoin d'un mode doux pour pouvoir se rendre à l'école Henri Deschamps. Nous avions déjà introduit cette notion, et je pense qu'il est important de dire aujourd'hui que dans notre étude urbaine, dans le PLU, dans tout ce que l'on a entrevu, dans tous les aménagements que l'on prévoit aujourd'hui sur la commune, que l'on a commencé pour certains et que l'on a programmé, il était indispensable de donner la place au mode doux, et je pense que tout cela a été largement conforté avec ce que l'on vient de vivre et avec la vision que l'on a aujourd'hui qui évolue du déplacement. Et je pense que le recentrement justement sur les zones urbaines qui est posé par le schéma de cohérence territoriale qui nous gère au niveau du territoire, qui est de dire de ne plus empiéter sur les zones agricoles mais se développer sur la centralité, se développer sur l'urbanisation existante, va nous amener et permettre, par l'intermédiaire de modes doux que l'on prévoit de continuer, puisque nous avons déjà largement commencé, de continuer, qui va permettre aux gens justement d'accéder au centre-ville attractif que l'on veut créer, pour pouvoir aller faire leurs courses, pour pouvoir aller se détendre, avoir des moments de convivialité.
Alors c'est vrai qu'au Marié, la première étape, ce sera de relancer les négociations sur la percée verte du Marié, parce qu'on a beaucoup travaillé sur ce terrain-là, on a même fait passer le géomètre, on a fait les tracés, on avait intégré les nouveaux tracés d'ailleurs dans le PLU, puisque je rappelle que dans le PLU de 2007, ce sont les anciens tracés qui ne sont pas du tout favorables d'ailleurs aux propriétaires. Donc on a essayé de négocier, bon c'est pas toujours simple de négocier avec des propriétaires différents, mais en attendant, on a bien avancé, tout est prêt à dérouler, et donc on va reprendre tout ça, bien évidemment. Hein. Donc je crois qu'on avait une question de Pierre. Pierre, pour le nouveau PLU, on comprend que c'est important qu'il soit voté rapidement pour protéger la commune. Si vous êtes élu, allez-vous le mettre en place rapidement? J'ai pas mes lunettes. Allez-vous le mettre en place rapidement? Alors, je pense qu'il sera mis en place très rapidement. Il y aura peut-être quelques aménagements, quelques petites retouches que l'on pourra redonner, puisque nous aurons une nouvelle équipe, donc peut-être quelques nouvelles idées, peut-être quelques petites choses à revoir et à améliorer. Mais l'idée, c'est justement, pour être en cohérence avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est de le mettre en place le plus vite possible, puisque sinon on laisse la part belle aux promoteurs. Mais je ne veux pas refaire mon discours, je vous l'ai déjà fait. Il est important que ce nouveau PLU soit remis en place, et surtout, il est très important que l'on déclare très rapidement sa mise en œuvre pour pouvoir essayer de mettre en place un sursis à statuer, un droit de surseoir à statuer que l'on avait utilisé déjà avec l'ancien PLU, enfin avec le PLU que l'on a présenté et qui n'a pas été voté. Voilà, donc c'est vrai que là on tient vraiment à alerter. Le PLU actuel est dangereux pour notre commune. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il fait la part belle aux promoteurs. Alors on a passé 6 ans à se bagarrer avec eux. On aurait aimé pouvoir respirer un petit peu et se dire qu'on allait enfin avoir la ville qui nous convient et qui est aussi l'objet du fruit des concertations. Mais la bagarre n'est pas finie. Mais bon, on peut, nous, puisque le projet est finalisé, le réaliser très rapidement. Alors je vois une question de Florence. Oui. Hein. Quelles sont vos perspectives à moyen terme de vos constructions? Alors, je ne comprends pas bien la question, Florence. Peut-être tu comprends. Mais je pense que la question, c'est de dire vers quelle densification ou quelle possibilité de construction on va évoluer. Il faut savoir que, j'en ai parlé tout à l'heure, nous avons un schéma de cohérence territoriale qui, en tant que ville-mère dans notre canton, nous oblige à une certaine densification et à créer un certain nombre de logements. Alors ce n'est pas au logement près, on ne nous dit pas vous devez en faire tant, et puis, mais on a des orientations et on doit aller dans ce sens de ces orientations. Je rappellerai d'ailleurs que ces orientations qui ont été proposées et votées au SCOT du COPA, où notre représentant était M. Berthoud pour la commune de Mérida et pour la communauté de communes. Donc derrière tous ces aménagements de logement, alors je vous dirai pas le chiffre ce soir parce que je voudrais pas vous dire de bêtises, mais ils sont consultables puisqu'ils sont on les retrouve dans le plan local d'urbanisme sur la mairie, et puis au pire je pourrais vous les donner, mais après, pas ce soir en direct. Une chose est importante, c'est que tout ça est aussi géré ensuite et adapté par ce qu'on appelle le plan local de l'habitat, qui se fait lui au niveau de la communauté de communes qui est basé là-dessus. Et ce plan local de l'habitat a donc lui été élaboré dans le cadre de la communauté de communes. Et donc, notre PLU est en phase avec tous ces éléments. Il faut ça. Oui. Non, ce que je voulais dire surtout, c'est qu'il y a les décisions de la commune, bien évidemment, qui sont d'aménager, de faire en sorte que la ville digère au fur et à mesure l'évolution de la population. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des documents supracommunaux, parce qu'aujourd'hui, la population évolue, bien évidemment. Il y a une augmentation de la population au niveau de la France entière. Il y a une carence de logements. Il y a 4 millions de Français qui aujourd'hui ne sont pas logés. Donc l'État prend aussi des décisions en demandant aux communes de construire. Donc après, le rôle de la commune, en tenant compte des obligations qui lui sont faites, c'est de prendre sa part dans la construction des nouveaux logements qui sont indispensables pour bien sûr loger tout le monde, mais en les construisant de façon harmonieuse, de façon intelligente, en gardant l'esprit du village. Alors je vois que Florence avait, du coup c'est pour ça que j'interpelle, a complété sa question en disant, et surtout du nombre de population, les infrastructures ne seront plus adaptées. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme la population évolue, puisqu'on est à un tout petit peu plus de 10 000 habitants, bien évidemment, il faut revoir les infrastructures. Et les premières infrastructures qui sont à revoir
ce sont les écoles. Donc on a lancé un grand plan d'extension de nos écoles. On va commencer par le Marillier et par les Échets. Voilà. Donc je pense que concernant cette question, le nombre de toute façon est pas très important. Ce qui est important, enfin pas très important, il a son importance, mais ce qui est plus important que le nombre, c'est comment on les distille, comment on les intègre dans la ville. Parce qu'il y a deux solutions, c'est soit on fait une urbanisation qui est contrôlée, qui est maîtrisée, qui permet de garder notre esprit de ville-village, soit on dit, on doit faire, je dis n'importe quel chiffre, on doit faire 100 logements, on fait un bâtiment de 100 logements dans un coin, on a répondu au SCOT, et puis voilà. Donc nous, on n'est pas du tout dans cette optique-là, nous on est dans une intégration et dans une évolution de la ville comme elle doit l'être, pour rester la ville centre, la ville principale, mais aussi en gardant son esprit ville-village, et en intégrant ces populations que l'on fait venir, et pas en faisant du parcage ou en créant des immeubles n'importe où. Moi, je pense. Oui, j'ajouterais aussi qu'on n'est pas seul. Bien sûr. Donc, toutes ces décisions, elles ont été travaillées en amont. Elles ont été travaillées avec la communauté de communes, elles ont été travaillées avec les services de l'État, elles ont été travaillées avec les services du département, avec les services des bâtiments de France, etc. Tous ces partenaires qui ont un degré d'expertise et qui d'ailleurs, à la fin, valident le document. Et tous ces partenaires avaient validé ce document, y compris le président de la communauté de communes, qui après s'est abstenu, enfin au nom, a même voté contre le jour où il fallait l'approuver. Donc voilà, simplement pour vous dire que c'est 4 ans de travail qui sortent pas du chapeau, c'est 4 ans de travail intense de tous les partenaires à toutes les strates du territoire. Je pense qu'il y a un autre élément d'urbanisme dont il faut qu'on parle ce soir aussi, vraiment qu'il y a eu une question sur le sujet. Mais si ce n'est pas le cas, je pense qu'il faut qu'on en parle, puisque bon, c'est quand même un sujet d'actualité depuis de très nombreuses années, c'est la ZAC Centre-Ville. Cette ZAC Centre-Ville, il faut quand même savoir que lorsqu'on a repris le mandat, elle était complètement arrêtée, que sur l'initiation de Sylvie, donc on a lancé un audit financier, on a refait des études pour pouvoir savoir ce que l'on pouvait faire, comment on pouvait le faire. Nous avons fait tout un choix d'aménagement qui a été concerté, d'ailleurs même avec l'opposition, puisqu'il y a des membres de l'opposition qui avaient participé et qui avaient validé ces choix avec nous. Nous sommes, nous, aujourd'hui, sur un projet d'ensemble qui est avancé, qui est abouti, qui a l'avantage d'intégrer tout ce qui est mode de déplacement, les modes doux, éventuellement la possibilité de mise en sens unique d'une petite partie de la grande rue, tout ça est intégré dans ce plan. L'accès au commerce avec les stationnements, que c'est bien beau de créer des stationnements, mais il faut créer des stationnements qui soient accessibles. On se rend compte aujourd'hui que vous pouvez bien faire 500 stationnements. Si vous ne mettez pas de réglementation, 500 stationnements, vous aurez 500 voitures. Ça, c'est très facile. Donc, il est important de gérer les stationnements, de créer des stationnements délocalisés pour les gens qui viennent pour toute la journée et de mettre des zones bleues aux endroits où c'est important pour laisser l'accès à nos commerces. Il faut savoir que la place du marché qui est en zone bleue, on avait fait faire un audit sur les stationnements dans la commune. La place du marché a quand même été identifiée comme une zone qui fonctionnait très bien en termes de zone bleue. À part quelques, excusez-moi l'expression, petits margoulins qui sortent toutes les 5 minutes tourner leur disque. Mais autrement, les gens qui respectent, ça fonctionne très bien. Alors que nous avons 70% de pendulaires, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est-à-dire des gens qui mettent la voiture le matin et qui viennent la récupérer le soir, et du coup qui prennent les places pour les gens qui viennent chez le médecin, porter l'enfant à l'école ou dans nos commerces. Une chose aussi qui est importante dans notre vision de la ZAC centre-ville, c'est l'esprit, la convivialité, puisque il faut savoir que dans notre projet, il y a quand même un parvis de l'église très convivial qui est prévu. Nous avons prévu aussi la possibilité de terrasse pour que les gens puissent se réunir, boire un coup, avec modération bien sûr, en toute convivialité. Et ça, je pense que c'est des choses qui sont aussi importantes et qui sont nécessaires et indispensables aujourd'hui à Miribel. Voilà, alors simplement dire que la ZAC, donc, c'est un outil qui a besoin d'être équilibré financièrement parlant, même si cette ZAC a été conçue d'entrée, c'est-à-dire en 95 je crois, comme étant déficitaire. Déjà nous on a réduit le déficit de cette ZAC sur ce mandat, mais elle s'équilibre notamment avec la construction d'immeubles qui avaient été prévus dès le départ. Donc là il reste un immeuble à construire dans le cœur de la ZAC. Alors la ZAC c'est juste la partie qui va de l'église jusqu'à la place du marché.
et sur laquelle il y a aujourd'hui la construction de la maison de santé. Hein. Si on voilà. Alors je tiens à dire parce que Alain parlait ce matin du parking qui nous a été vendu à 2500 €. Simplement, je dis juste que s'il n'y a pas de construction d'immeubles, il n'y a pas non plus la part d'investissement qui va permettre de financer les travaux de voirie et d'équilibrer la ZAC. Hein. Donc voilà, c'est un tout. Si on décide de faire que des parkings dans le cœur de ville, ce qui en soi, bon, du coup, je pense, est contraire à l'ère du temps, eh bien, on déséquilibre aussi financièrement gravement et lourdement la ZAC. Hein. Alors, j'ai une autre question, là, je vois de Florence, je pense que Florence doit être des échelles, peut-être. Florence qui s'inquiète de savoir comment on va compter les camions. Alors ça, on sait faire, hein, parce que... On l'a fait dans le cadre de l'étude urbaine. On l'a fait dans le cadre de l'étude urbaine. Patrick, tu peux peut-être expliquer. Voilà, donc on peut mettre en place des comptages. Hein. Alors dans le cadre de l'étude urbaine, on avait mis en place des comptages qui permettent de détecter les véhicules légers et tout ce qui n'était pas véhicule léger qu'on avait classé à l'époque en poids lourd. Mais il faut savoir que dans ce type de comptage, on peut très bien compter que les poids lourds au-delà de certains tonnages. Hein. Donc c'est ce que nous ferons. Hein. Nous l'avons déjà annoncé, nous l'avons dit et nous le ferons. Il est nécessaire de vérifier que les chiffres qui ont été annoncés et les chiffres qui ont été déclarés à la préfecture, puisque s'ils ont une autorisation d'exploiter, c'est avec des chiffres qu'ils ont annoncés à la préfecture, soient respectés. Hein. Et très rapidement, j'en parle très très vite, nous avons aussi demandé donc à Virtuo et à celui qui sera son locataire de créer une commission tripartite avec la commune pour que justement tous les ans on se réunisse et on vérifie que tout cela fonctionne bien. Donc rassurez-vous, que ce soit pour le nombre de camions, que ce soit pour les mesures de bruit, que ce soit pour tout, par rapport au permis que l'on a donné et aux exigences que l'on a mis dans le permis d'exploitation, lorsque la préfecture nous a interrogés, nous avons mis tous ces éléments. Nous avons déjà eu d'ailleurs des comptages dans ces zones. On peut même savoir la vitesse des véhicules. Tout à fait. Donc on a des outils qui sont très pointus. Très pointus. Alors, je voulais finir sur la ZAC. La ZAC, à moins qu'il y ait des questions importantes. Non, c'était une question là. D'accord. Il y a quand même un point important sur la ZAC qui est à dire, c'est qu'aujourd'hui, bon, nous avions pris la décision de faire la ZAC en 2 temps. Hein. Pourquoi ? Parce que nous avons mis la priorité à la maison de santé. Hein. Je pense que c'est un bon choix. On s'est rendu compte ces derniers temps que la santé était quand même quelque chose de très important. Bon, je veux juste, quand même, pour la petite histoire, rappeler que la maison de santé sont permis après quand même 2 mois, parce que le seul recours que l'on a eu n'était pas des habitants, mais d'une personne. La deuxième maison de santé. C'est la deuxième, je parle pas de la première, qui lui avait aussi un recours, mais différent. Celle qui est dans le cœur de ville, donc dans la ZAC centre-ville, puisque je suis dans la ZAC, hein, donc a perdu 2 mois suite à un recours, donc d'une personne qui est sur la liste de notre opposition. Donc qui était certainement pour faire en sorte que notre maison de santé se fasse très vite. Et après, j'ai entendu dire que... C'est de l'humour. Oui, tout à fait. Hein. La personne me connaît bien, d'ailleurs, elle sait que c'est de l'humour. Ensuite, moi j'ai entendu dire qu'on ne savait pas qui allait s'installer. Alors je suis très surpris, parce que vu le nombre de fois où on en a parlé au conseil municipal, il se peut qu'il y ait quelques modifications liées au Covid et peut-être à quelques changements de personnes qui devaient s'installer ou de nouvelles personnes qui voudront venir. Mais aujourd'hui, il n'y a jamais eu de cachotterie sur les gens qui devaient s'installer dans cette maison de santé. Et je tiens à préciser que contrairement à ce qui est dit, tout le monde n'a pas pu prendre sa place dans l'autre maison de santé qui, elle, a été diminuée aussi suite à un recours, et qu'il y a des gens qui attendent de pouvoir s'installer dans celle-ci. Alors on a notamment des médecins généralistes, on a des kinésithérapeutes de nouveau, et des infirmières déjà de base. Et puis on a une personne qui a été recrutée par le promoteur pour aller justement chercher des praticiens. Alors on a envoyé quelques idées, des pistes qui relevaient des échanges qu'on avait eus avec les habitants, alors que ce soit un cardiologue, un radiologue, un dentiste, un ophtalmo, un opticien, enfin non pas un opticien, un ophtalmo ou un dermato, pardon. Donc voilà, on a une série de pistes et cette personne est chargée d'aller chercher, puisque on a à peu près un peu plus entre 800 et 900 mètres carrés de surface médicale. Tout n'est pas encore occupé, mais il y a une grande partie qui est déjà occupée. Et l'objectif à terme, c'est d'être les premiers à attirer ces médecins qui viendront s'installer, parce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs j'entendais l'État tient ce genre de discours aussi, il y a un encouragement à mutualiser les espaces, à les spécialiser et après à travailler ensemble sur une continuité du soin
Donc ça a un vrai sens aussi, et je le rappelle, nous étions en zone rouge, on va dire, en 2013 en tout cas. Maintenant, je pense que ça s'améliore. Mais on a encore des habitants qui ont des difficultés à obtenir des rendez-vous chez le généraliste. Donc l'objectif, c'est de pouvoir permettre d'avoir au moins des généralistes avec des délais acceptables pour toute la population, qui ne soit pas obligée de quitter la commune pour aller consulter un généraliste. Donc voilà, on l'a dit, la santé c'est capital. Et puis on s'est battu aussi pour qu'il y ait des logements à l'étage avec une priorité pour les personnes ayant des problèmes de mobilité ou tout autre handicap. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir des problèmes de mobilité pour être handicapé. Donc l'objectif c'est de faciliter ça. Alors j'ai entendu aussi que soi-disant nous avions eu le projet de faire la même chose sur l'île aux Saint-Romain. Pas du tout. L'île aux Saint-Romain, nous avons fait 9 logements. Qui seront, si nous sommes élus, qui seront vendus pour faire un retour sur investissement, parce que l'objectif aussi, c'est de bien gérer les finances de la commune et donc de pouvoir trouver aussi des marges de manœuvre pour continuer à investir. Alors, cette année, on peut peut-être dire ce qui va se faire au niveau des travaux, parce qu'on est dans un budget, cette année, vous avez compris, c'est un budget de crise, un budget un peu particulier. Déjà, le budget aurait dû normalement être voté après les élections du mois de mars. Et pourquoi nous n'avons pas voté ce budget, je tiens à le dire, c'est parce que très clairement c'est une nouvelle équipe qui doit voter sa programmation pluriannuelle d'investissement. Ça n'a aucun sens de faire voter une programmation pluriannuelle d'investissement à une équipe dont on ne sait même pas si elle restera en place. D'autres communes l'ont fait, Bénaud a fait la même chose que nous par exemple. Donc aujourd'hui, cette année, nous savons que nous aurons au moins 2 projets importants à terminer, Alain. Alors nous allons déjà terminer recommencer plutôt les travaux de la rue du Bourg au mois de septembre. Bon, ça a été un petit peu long pour certains, effectivement, mais bon, les entreprises font ce qu'elles peuvent pour pouvoir nous donner satisfaction. Nous allons également terminer la percée verte dans la partie Joséphine-Guillon, place de la République, et nous continuerons conformément au plan de circulation jusqu'au collège à Saint-Martin. Alors, contrairement à ce qui a été annoncé par certains. Voilà. Alors la partie Saint-Martin, ça ne sera peut-être pas cette année. Oui, non, c'est mais en tout cas, les études sont déjà... C'est prévu dans le... Voilà, c'est ça. Donc, on aura déjà 2 beaux projets à réaliser d'ici la fin de l'année. Il y en a d'autres, mais voilà, je vous donne au moins les grandes lignes des projets à terminer en quelques mois. Nous aurons également donc la rénovation de l'avenue des Pré-Célestins, qui fera donc suite à la rue du Bourg, qui sera toute neuve. Dans le cours du mandat. Dans le cours du mandat, bien entendu, oui, ça ne sera pas immédiat. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme... Non, c'est tout. Voilà, donc bon, après... Ensuite, les trottoirs, on aménagera des trottoirs, on créera des trottoirs chaque fois que l'on pourra. On les élargira aussi chaque fois que ça sera possible. Voilà. Et il y a beaucoup d'endroits où on se donnera la possibilité de le faire, puisque si on reprend, je reviens malheureusement dessus, le PLU qu'on avait présenté, il y avait beaucoup d'endroits où on avait posé des emplacements réservés pour pouvoir permettre d'améliorer et de créer ces modes doux dans toute sécurité. Ouais. Il y a quelque chose qui est important aussi peut-être à préciser par rapport à ce qui va être prévu en termes de travaux, sans rentrer dans le détail, mais ça va aussi dans le sens sur lequel on s'engage de l'écologie, c'est l'isolation thermique des bâtiments, sur des travaux qui sont importants et sur lesquels nous allons aussi bien sûr travailler. En lien avec la communauté de communes, d'ailleurs, en lien avec la communauté de communes, son plan, son PCAET, dont nous avons déjà parlé lorsque j'étais avec Michel et Damien. Voilà. Puis je pense que dans ce domaine-là, il est important aussi de dire que nous avons tenu compte des remarques et nous sommes engagés sur un certain nombre de points avec donc le collectif, de citoyens engagés dans la transition écologique, qui vont travailler avec nous. Voilà. C'est donc, alors, je vais regarder quand même si nous avons des questions. Oui, pardon. D'autres questions? Je crois que là, je vois plutôt des remarques. Plutôt des remarques, voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Alors, pour que les choses soient bien claires, on va mettre sur le compte tous ces éléments qu'on vous a présentés, de façon à ce que vous puissiez les consulter
ça vous permettra effectivement de les regarder dans le détail et d'avoir une vision, de pouvoir les conserver avec vous pour vous faire une idée. Je voulais juste rajouter une chose au cas où il y a des gens qui aient des doutes sur les chiffres que l'on a pu prononcer, c'est que vous pouvez très bien aller sur le site de la mairie, vous avez l'ancien PLU et vous avez le nouveau PLU qui était proposé, qui sont sur le site de la mairie, qui ont été depuis longtemps et qui y sont toujours. Donc vous pouvez aller vérifier les chiffres que vous annoncez ce soir. Et c'est vrai que le PLU, je le disais, c'est vrai que c'est un outil qui est assez complexe, c'est facile de dire tout et n'importe quoi dessus, donc c'est important que les gens puissent s'emparer de ces documents, les regarder et comparer. Là, il faut être factuel. Voilà. Qu'on soit contre un PLU, c'est une chose, mais à condition de le justifier, à condition d'être factuel. Nous, notre crainte aujourd'hui, très clairement, c'est que la part belle soit faite aux promoteurs et qu'on ne respecte pas nos terres agricoles. Moi, je crains énormément, notamment pour le Marillé. Ça, je le dis, pour le Marillé, pour les échets, je suis très inquiète. Ouais, donc, juste si vous permettez, si tu permets, le nouveau PLU que l'on proposait, comme l'a dit Sylvie, permettait non seulement de préserver les terres agricoles, mais sur des surfaces assez importantes au Marillé, qui avaient été un petit peu, je dirais, aujourd'hui mise en pâture d'un ancien PLU aux promoteurs sans avoir de contraintes particulières, puisqu'il y avait c'était des zones de AU, je parle des technique, qui nécessitaient un aménagement global. C'est peut-être ce qui nous a permis justement que par chance ça se fasse pas, mais c'était complètement insensé par rapport à la morphologie de notre hameau d'aller créer ces verrues autour qui empiraient sur les terres agricoles, et le nouveau PLU permettait justement de les ressortir. C'est ça. C'est ça. Et de préserver aussi tout un tas d'éléments paysagers qui avaient de l'intérêt et sur lesquels il faut garder des poumons verts dans la ville, c'est important. Il y a un tout petit point que je n'ai pas abordé, mais je voudrais quand même le dire parce que je pense que c'est important, je m'excuse si je suis un peu long. Ça concerne quand même la protection du patrimoine, puisque nous avons quand même réussi à faire voter le nouveau règlement de site patrimonial remarquable qui protège notre patrimoine. Donc c'est le règlement des ABF, d'une façon vulgaire pour tous les gens qui ont été confrontés. C'est ce qu'on appelle le règlement des ABF pour tous ceux qui ont été confrontés à un permis de construire, les ABF étant les bâtiments de France. Voilà, alors fais attention qu'on appelle bien les acronymes. Oui, il me reprend parce qu'il sait que je tendance à ne pas le faire. Il faut savoir que donc notre document a été le premier de la région Rhône-Alpes en termes de patrimoine, que c'est le 3e de France qui a été créé. Donc je pense que notre vision et notre intérêt, notre volonté de préservation du patrimoine n'est plus approuvée par le biais de ces documents. Et contrairement à ce qui a pu être dit, ce document est complètement en phase et complètement en raccord avec le PLU que l'on proposait. Ils ont été faits en même temps. Et on avait même pris le même cabinet patrimonial pour le PLU et pour le site patrimonial remarquable pour que justement on soit en cohérence sur les deux documents. Voilà, je donnais quand même un préciser. Celui-ci a été voté. Voilà, celui-ci a été voté. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le PLU actuel, il a 13 ans. Alors le PLU, normalement, au bout de 5 ans, ça a déjà bougé beaucoup, on fait des révisions, ce qui n'a pas été le cas chez nous. Voilà. Tout à fait. Et je tiens à dire aussi, parce que surtout aussi pour féliciter Patrick, qui a beaucoup travaillé sur cette révision, notamment du plan de protection du patrimoine, mais nous avons donc été auditionnés lors d'une commission à la DRAC, et il y avait une trentaine de personnes qui étaient là, un peu de personnes de grandes villes d'ailleurs, la présidente venait de Grenoble, et nous avons dû défendre notre projet. Et puis ils ont ensuite échangé entre eux, et nous avons eu un vote à l'unanimité, sans aucune remarque, si ce n'est des compliments pour la qualité du projet et pour le courage des élus à défendre leur patrimoine, parce que ce n'est pas toujours évident, et ça n'est pas toujours le cas. Donc je tiens à le signaler, c'est notre position, mais nous souhaitons vraiment garder, conserver, valoriser ce patrimoine. Voilà, donc je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je regarde s'il n'y a pas une dernière question, parce qu'on a fait déjà une petite heure, donc voilà, des remarques sympathiques que nous lirons après. Voilà, écoutez, on a fait le tour de ce thème qui était très 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 important et je pense très attendu. Pour nous, c'était important de rétablir des vérités, de vous expliquer dans quel état d'esprit nous avions travaillé, quelle avait été notre philosophie, notre éthique, notre vision, le cap que nous avions pour notre ville. J'espère
Voilà, j'espère que nous vous avons convaincus, parce que nous sommes tous vraiment sincères dans cette démarche et nous n'avons qu'un objectif, préserver, embellir notre ville et l'accompagner, bien sûr, dans le temps, avec une vision à long terme. Voilà. Donc, eh bien, on a fait le tour. Donc, je vais remercier Pierre qui nous a accueillis. Donc, Pierre qui est dans son canapé, qui nous regarde. Et donc, je remercie aussi Armel qui est là pour la technique parce que heureusement que nous avons quelques spécialistes pour nous aider dans nos déplacements parce qu'on ne capte pas de la même façon partout. Et je vous rappelle que donc demain, nous aurons le plaisir de nous retrouver chez un autre de nos colistiers qui s'appelle Édouard Sals, avec Patricia Drey et avec Pierre Lègle, justement, qui est là, pour vous parler vie associative, sport et culture. Voilà. Eh bien, écoutez, maintenant, on va vous dire au revoir et vous souhaiter une très bonne soirée. Donc, bonsoir. Bonne soirée à tous. Et merci. Et merci. Bonne soirée. À demain.